si c'est dans une optique de développement personnel ou de développement commercial. On sait que certains sont en train de chercher des solutions ou des problèmes techniques qu'on ne pourra pas aborder aujourd'hui même, mais par la suite, il faudra qu'on voit ça. D'autres qui sont très familiarisés avec les imprimantes, notamment qui les conçoivent. Donc, peut-être un niveau de compétences différent aujourd'hui. Donc, on va aller assez rapidement sur la présentation et favoriser peut-être le dialogue et les attentes de chacun. Donc, déjà, un petit historique rapidement. Alors, l'impression 3D, c'est vrai qu'on en parle aujourd'hui énormément. On a tendance à penser à imprimante 3D aujourd'hui, cette espèce de petite tête qui se déplace, qui construit un objet. Alors que réellement, l'impression 3D, ça fait quand même pas mal d'années, ça fait même une cinquantaine d'années que ça a été pensé par Kodama dans la structuration de la création d'objets en structurant des couches, couche par couche. Après, il y a une certaine évolution. En 1986, Chuckel a déposé un brevet sur l'imprimante 3D, mais qui était un système très différent, qui est la stéréolithographie. Ça va de laser, une sorte de solution liquide, on va pouvoir la structurer avec un faisceau laser. Petit à petit, ça a commencé à évoluer. En 1996, on commence réellement à aborder la partie imprimante 3D à direction commerciale, entre guillemets. Chose un peu plus simple et principalement l'objet aujourd'hui de tous ces questionnements sur l'impression 3D, c'est la fusion de matière, à savoir une matière, quelle qu'elle soit, plastique, solide, plus liquide, parce qu'il y a un certain nombre d'options qui s'offrent à nous, et la création de matière par la fusion de cette matière chauffée à un certain degré, suivant les caractéristiques de la matière. Donc on commence réellement à partir de 1996 à parler d'impression 3D comme on la connaît aujourd'hui. Bonjour. À partir réellement, alors c'est un sujet, on en reviendra dans quelques minutes parce que c'est un thème qui à nous tient particulièrement à cœur et je sais qu'ici il y a d'autres personnes qui sont dans cette même optique qui est la philosophie du libre. Et on en reviendra après, Damien expliquera ça de manière un peu plus contendante. Exactement. Donc à partir des années 2000, il y a, plus particulièrement dans l'année 2005, il y a eu de grands questionnements de la communauté libre, à savoir, je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec cette notion de libre, d'open source, de partage de connaissances, ou de différentes communautés avec des spécificités techniques et des compétences qu'on va mettre ensemble dans l'atteinte d'un objectif commun. Donc personnellement, c'est notre structure, que ce soit notre démarche sociale, notre démarche environnementale, notre démarche économique, et notre business model est basé là-dessus, mais on en viendra un petit peu après. Donc aujourd'hui, réellement, c'est vrai qu'on assiste à un intérêt du grand public où on a l'impression qu'on peut tout faire. On peut faire sa voiture, on peut faire sa maison, on peut fabriquer ses clopes, c'est vrai que c'est un peu, on va tout faire avec la 3D, et est-ce que le commerce va se cannibaliser, ou est-ce qu'on va bouffer la grande distribution, ou certains consortiums économiques. Bonjour. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a ces questionnements de tout un chacun. Qu'est-ce qu'on peut faire réellement? On va aborder ce point-là. Après, je pense que chacun, vous avez peut-être dans vos occupations professionnelles, que ce soit dans l'immobilier, dans le conseil, dans la publicité, dans la communication, peut-être des envies de créer des choses. Effectivement, aujourd'hui, les imprimantes, et suivant le modèle d'imprimante, la taille de l'imprimante et les matériaux qu'on souhaite utiliser, il y a une certaine faisabilité. Après, il y a une certaine contrainte qu'on va exposer un petit peu plus en avant. Aujourd'hui, ce qui se passe aussi, il y a une explosion des technologies, que ce soit Internet, avec le partage de connaissances, avec l'accès à de nouvelles technologies plus rapides, le fait de travailler des moteurs plus rapidement, le fait d'avoir des puces qui optimisent le travail de certains codes ou de certaines imprimantes, de pouvoir booster un petit peu la productivité. Mais réellement, c'est le contexte technologique qui nous permet aujourd'hui de pouvoir avoir des ambitions un peu plus poussées sur ce qu'on peut faire avec une imprimante 3D. Donc, quelques données, alors c'est un peu bateau, c'est un peu scolaire de le voir comme ça, mais bon, on se rend compte qu'il y a effectivement une énorme avancée. Alors quand on parle d'unités vendues en 88, on parle sur des machines qui ne sont pas des machines de grand public, qui sont des machines qui coûtent cher, qui sont volumineuses,
et qui nécessite une certaine vision entrepreneuriale pour pouvoir acquérir ces machines. Loin de nous l'idée de cette démocratisation et de rentrer un petit peu où le particulier, chez lui, dans son garage, va fabriquer ses poignées de porte et va fabriquer son réfrigérateur. Relativement loin, mais il y a une évolution constante, exponentielle. On parle effectivement d'une croissance à 2 chiffres sur les 20 prochaines années. Certains détracteurs vont dire on va cannibaliser un petit peu tous les marchés, c'est pas le but non plus, mais effectivement ça reste une révolution industrielle très très notable. Pour beaucoup, elle sera comparée à Internet, dans le sens révolution industrielle ou révolution technologique. Nous on est conscients de ça, ou on est convaincus qu'effectivement avec l'impression 3D, on va pouvoir faciliter certaines choses, notamment l'accès au prototypage ou donner vie à certaines pièces, avant même de pouvoir conceptualiser de manière industrielle, qui reste pour les entreprises un coût relativement élevé. Donc voilà. Cette évolution en termes de marché, elle va représenter plus de 20 milliards aux alentours de 2020 sur du multisecteur, à savoir c'est pas simplement l'impression en soi, c'est pas simplement les matériaux, c'est un ensemble de mouvances qui vont s'opérer autour du secteur de l'impression 3D, dans les matériaux, dans l'ingénierie, dans la capacité à créer de nouveaux outils comme complémentaires à l'impression. Nous, ça va être le cas par exemple sur des découpeuses laser, par exemple, dans notre produit, on a cette nécessité. Donc, c'est de pouvoir créer, même avec les imprimantes 3D, finalement les autres outils nécessaires à une chaîne de production. Donc, alors c'est vrai, on a tendance à dire on peut vraiment tout faire. Il va y avoir certaines limitantes, mais déjà voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors je propose que Damien prenne cette partie, peut-être que tu te... Oui, avec plaisir. C'est super, je m'occupe de la partie technique dans notre structure. Et donc voilà, je vais faire un petit préambule sur les imprimantes 3D. Alors je sais que c'est, pour un certain nombre de personnes, c'est relativement ésotérique. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a les imprimantes 3D telles qu'elles se sont démocratisées, elles se sont démocratisées grâce au livre, et ça a été sur un brevet en particulier qui a un rapport avec la fusion de matériaux. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est du plastique fondu, littéralement. Je vais vous expliquer le détail. Il faut savoir que c'est pas la seule méthode, et par exemple, il y a 1 an, il y a une autre méthode qui est un principe de bain de résine qui est frappé par des UV qui permet de faire la même chose. Nous, en l'occurrence, dans notre pratique, on s'intéresse à la fusion de matériaux pour 2 raisons. Parce que ça fait maintenant assez longtemps que la communauté a développé ces imprimantes et on commence à trouver de plus en plus de nouveaux matériaux à jouer avec. Donc le principe d'une imprimante 3D, c'est simplement le principe du pistolet à colle, donc littéralement une bobine de plastique, on a un fil qui fait plusieurs centaines de mètres, qui va venir dans une buse qui elle va chauffer tout au bout à la température voulue, celle de température idéale pour que le dépôt de matière se fasse le mieux possible. Et la construction se fait de bas en haut. Donc alors, l'image n'est pas parfaitement nette, mais vous voyez l'idée. On va venir déposer une première couche, donc tout le système est simplement fait pour que la buse pousse du plastique, le fasse fondre et décrive l'objet qu'on cherche à créer. On va se déplacer d'une couche et continuer à redéposer de la matière. Et ainsi, couche par couche, on va créer un certain nombre d'objets avec certaines contraintes au moment de la fabrication. Et bien évidemment, je vous prends un exemple très simple. Fabriquer un pont, il y a bien un moment où il va falloir imprimer éventuellement dans le vide. Donc on va créer un système de support, etc. pour accueillir le plastique à ce moment-là. Mais globalement, le principe est juste celui-là. C'est du dépôt de matière couche par couche. Voilà, sans entrer plus dans le détail. L'autre point qui est important, donc, c'est celui que je soulevais au début, c'est que l'intéressant et là en termes d'industrialisation aujourd'hui, et pour nous en particulier, c'est que non seulement les imprimantes qu'on utilise donc, sont open source, elles sont développées en permanence par toute une communauté, donc on profite et on participe à ces évolutions. Et l'autre point, c'est qu'actuellement les chimistes s'amusent de plus en plus avec les filaments plastiques, et on commence à avoir une gamme très large de plastique disponible. Ça va aller du plastique très très mou à du nylon qui va être mélangé à d'autres plastiques pour atteindre telle ou telle propriété. En l'occurrence, c'est quelque chose qui nous intéresse dans notre pratique.
Il y a des plastiques mélangés à du carbone pour soit atteindre une forte résistance, soit être conducteur. Voilà, ça devient vraiment un terrain de jeu mature aujourd'hui, technologiquement, et amusant au sens propre. C'est-à-dire en termes de possibilités, on commence à pouvoir toucher à peu près à tout. Le problème, c'est qu'il y a des problèmes. Alors, avant de rentrer dans les détails des gammes un peu de machines, bon pour l'instant, et on va parler de prix, en l'occurrence pour des machines plus ou moins grand public, ça reste des machines qui, si elles viennent précalibrées, montées et prêtes à l'emploi, mais avec certaines contraintes, dont le fait par exemple de ne pas pouvoir utiliser tous les filaments qu'on voudrait utiliser, le prix actuellement reste un problème. Tant qu'on n'est pas assez bidouilleur et qu'on n'a pas envie de mettre les doigts dedans, aujourd'hui ça reste une limite. Les matériaux, la question se pose selon le cas d'usage. Je vous donne un exemple qui ne sera pas forcément très précis, on est en train de bosser dessus. On nous demande par exemple de créer des boîtiers pour une petite carte électronique dans un milieu qui est très fort en chlore et à des hautes températures. Il y a un certain nombre de choses qu'on va pouvoir faire avec l'impression 3D pour eux, mais on ne sait pas à quel point on va pouvoir répondre à leur demande. Éventuellement, soit le plastique va fondre, soit il va être attaqué par le chlore très fortement, etc. Donc c'est pas encore le Graal. Mais comme on a des gens qui continuent à nous produire des nouveaux matériaux en permanence, on peut espérer qu'à terme, on trouve des solutions. Et le vrai point pour moi qui pose la grosse question de l'impression 3D, et ce qui fait que l'idée que sa démocratisation va être énorme, le vrai frein à cette idée, c'est que c'est un mélange de plusieurs métiers, en fait, faire de l'impression 3D, concrètement. Et le premier, tout simplement, c'est celui de concepteur, d'ingénieur. C'est-à-dire qu'il s'agit de savoir créer intelligemment un objet. C'est pas donné, c'est pas une formation que tout le monde a, et pour vous donner des exemples très simples, on retrouve beaucoup d'objets sur Internet, de plus en plus, des gens qui modélisent des objets, qui les proposent à l'impression. Le fait est que ça nous arrive très souvent de tomber sur des objets qui vont fonctionner, mais à moitié. Il y a des choses qui ont été soit mal pensées, soit mal emboîtées, soit des visseries qui se trouveraient au mauvais endroit, etc. On peut souvent arriver à avoir des objets qui pourraient être utiles, mais qu'il faut corriger systématiquement. Le deuxième, justement, en parlant de correction, c'est la modélisation 3D. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a une bonne idée et un objet bien conçu, il s'agit de le modéliser. Déjà, avoir un modèle 3D à proprement parler. Il y a tout un tas de logiciels qui existent aujourd'hui, mais pour avoir donné un certain nombre de cours de 3D dans notre association, on y reviendra plus tard, j'ai souvent des gens qui me demandent est-ce qu'il n'y a pas une fonction qui fabriquerait tout seul un Pinocchio en 3D? Et non, à un moment il faut travailler. Et ça demande d'apprendre à maîtriser un outil, ce qui est pas inaccessible, mais quand on parle de grand public et de démocratisation de la 3D, si j'y vois un frein, au-delà de la conception, c'est déjà la simple idée de la modélisation. Et la dernière question, c'est celle de la mise en œuvre de l'imprimante 3D et de sa gestion finalement de l'imprimante en soi. Parce qu'une machine, une imprimante 3D va fonctionner, va avoir bêtement entre guillemets deux grands paramètres à gérer qui sont la gestion des moteurs et de la mécanique, parce qu'une imprimante bouge, elle se décalibre en permanence, il s'agit de s'en occuper littéralement aujourd'hui. Même une imprimante achetée, précalibrée, à un moment il va y avoir du travail à faire dessus. On va avoir des problèmes avec les températures de buse, ce qui est la deuxième catégorie, selon le plastique qu'on injecte, etc. On peut avoir tout un tas de problèmes. Et aujourd'hui, j'ai tendance à ne pas conseiller aux gens de s'équiper d'une imprimante 3D s'ils ne sont pas prêts à mettre les mains dedans. Ce qui est c'est pas une machine de folie, et d'ailleurs c'est pour ça que ça se démocratise. Je veux dire, c'est littéralement, c'est un peu d'électronique, des moteurs, des entraînements, du guidage, et puis du plastique qui est poussé et fondu. C'est vraiment, en soi l'idée est très simple, mais il faut y passer du temps. Et si je vois un frein, aujourd'hui, c'est bien celui-là, clairement. Donc voilà. Je te passe la main. Ouais, avec plaisir. Alors sur les applications, juste une petite parenthèse sur les matériaux, effectivement, Damien mentionnait tout à l'heure, c'est important d'avoir une bonne connaissance des matériaux. On peut connaître le matériau à son état solide,
Par contre, sa réaction, une fois qu'il a été chauffé à 185 degrés ou à 230 degrés, est solidifiée, entre guillemets, sa structure s'en trouve modifiée, quoi qu'il en soit. Donc c'est important, la question des matériaux est vraiment très très importante dans l'application et la création du produit fini. Nous par exemple, on a fait le choix et on a eu la chance de rencontrer des partenaires, notamment l'IFSTAR, qui est à l'Institut français des sciences et technologies appliquées au transport et l'aménagement des réseaux. Notamment, ils font un certain nombre de crash tests, un certain nombre d'études sur la fatigue musculaire, parce que nous, on en reviendra après, notre axe de développement se passe sur le matériel podologique. Donc c'est important d'avoir soit un bon retour sur les matériaux existants et leur modularité dans le changement dû à cette fusion, et de pouvoir faire des tests de matériaux. D'ailleurs, comment ça va réagir, comment ça va tenir, et c'est une partie qui est très très importante, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on peut se dire « Ah ben moi j'ai une agence de com, j'aimerais faire des logos, j'aimerais créer, je suis architecte, j'aimerais faire des plans. » Il y a effectivement un grand nombre de domaines, que ce soit pour le particulier ou pour l'industriel. À la base, pour des questions de taille, d'ingénierie, de prix et de facilité d'accès, c'est vrai qu'on pensait plus le prototypage rapide. Initialement, les imprimantes ont été faites pour le prototypage rapide. Quand on va rentrer sur le cadre particulier, on a un certain nombre d'applications. Alors effectivement, on peut dire, tiens, je vais fabriquer ma guitare, je vais me fabriquer un petit bracelet, je vais faire des jouets pour mes enfants. Bien évidemment, il faut que ça reste dans le cadre du particulier, parce qu'après on touche à d'autres thèmes, mais ça, ce sera plus les avocats qui en sauront plus, mais en termes de brevets, en termes de dépôt de design, sur le particulier, il n'y a pas de problème. Sur la partie industrielle et commercialisation, effectivement, ça soulève un certain nombre de thèmes. Donc, pour le grand public, effectivement, il y a un grand nombre d'applications, que ce soit pour la création de petites pièces de rechange, que ce soit pour des jeux, que ce soit pour des accessoires personnalisés. C'est très important. Il y a des thèmes, notamment sur le thème de personnalisation. Je pense à certains objets promotionnels ou quoi que ce soit. Pour la petite histoire, moi, avant, je ne travaillais pas dans la construction de matière, mais dans la destruction de matière. Pour une société qui s'appelle Grabograph, qui creuse. Il y a trois manières de créer un produit. Soit de détruire de la matière en ayant un bloc existant, ce qui est relativement long, où on va travailler soit sur les structures laser, soit sur la pointe de diamant suivant le type de matériau utilisé, soit par l'assemblage de blocs. On m'a dit parler tout à l'heure, on va arriver à trouver cette complexité dans le produit fini, de manière à ce qu'il soit viable, solide, et qui ne se casse pas suivant une pression exercée. Non. Et ensuite, il y a forcément cette manière de détruire un fluide. Par contre, si on devait mesurer en termes de temps, par exemple, fabriquer sa guitare, Mehdi, en l'occurrence, c'est Musicos, s'il voulait s'amuser indépendamment de toute la connaissance qu'il va avoir en 3D, en modélisation, en opération de la machine, en manutention et gestion, c'est un travail de très longue haleine, c'est complexe. Alors il y a bien évidemment des bases de données qui existent, qui sont toutes faites, où vous allez soit l'acheter, soit quand ça vient du monde du livre, nous c'est notre philosophie, où on va pouvoir partager certains designs pour faire de la création, mais c'est plus de la création personnelle. C'est effectivement un objet qu'on va voir, votre poignée de porte elle casse, et c'est un peu ce qu'on entend tout le temps, pour la petite pièce du frigo, pour le petit machin du truc, pour la petite porte, pour la petite porte et pour le frigo, mieux vaut pas s'acheter une machine et aller demander à un fabricant d'envoyer la pièce. Quand on veut réellement produire pour soi, c'est long, et comme disait Damien, effectivement, il faut y passer du temps, et si vous pensez acheter une machine 3D, déjà on vous invite à venir nous voir très prochainement à avenue Georges Clémenceau, mais aussi de vous pencher très sérieusement sur le problème de la modélisation. C'est vraiment le problème majeur, réellement. Outre le prix, maintenant, c'est vrai, le prix, on dit c'est un frein. Oui, c'est un frein, une bonne imprimante, ça va vous valoir pas 2000 € peut-être. L'imprimante moyenne, on peut taper sur les 800 €, et sur des imprimantes laissées type RepRap ou qui sont en open source ou en libre, on va tabler sur des prix de 500 € à peu près. Limitante, oui, non. La vraie limitante, c'est la capacité à faire l'objet. Et la capacité notamment de comprendre la structuration des matériaux, la réaction des matériaux, et bien évidemment le temps d'impression. Parce que c'est long. Si on rentre dans des applications
plus industrielles. Avant, des machines de stéréolithographie, par exemple, c'était des bécanes énormes, réellement dédiées au prototypage industriel. Maintenant, sur des machines plus petites, on va l'avoir, mais pour la partie industrielle, dans ce cas-là, il faut faire les designs, parce qu'il y a cette question de brevet qui est mise en ligne de mire. Après, les applications, elles sont quasiment infinies. C'est vrai que les applications sont de plus en plus infinies. Pourquoi? Parce que la taille des machines, on peut penser à créer des machines d'une dimension bien spécifique selon les besoins. C'est juste changer des dimensions des axes. Si vous avez un axe de 30 par 60, rien ne vous empêche d'allonger les axes avec des structures d'alu ou de carbone. Tout dépend de la solidité qu'on souhaite donner et de l'usage qu'on va faire de la machine. Après, les applications, elles peuvent être bien évidemment dans l'aéronautique. On entend maintenant les mecs qui fabriquent leurs voitures avec. Bon. La construction, bien évidemment, on a tous entendu ce Chinois qui a fabriqué sa maison en 24 heures. Après, le tout c'est de vivre dans la maison. Quand on dépose un peu de la matière de manière relativement aléatoire, après, je pense que des promoteurs ne me contrediront pas, je pense que c'est des études. Fabriquer un immeuble, ça ne se fabrique pas comme ça en disant, bah, tiens, je vais déposer sur de la terre de la matière, ça va construire une maison, je vais vivre dedans, ou du moins, moi, je ne laisserai pas mes enfants dans la maison. Donc, il y a un certain nombre de problématiques qui sont coûteuses pour l'industrie, parce que en termes de recherche et développement, c'est des équipes complètes avec des spécificités bien particulières, ingénieur matériaux, ingénieur structure, ingénieur ci, ingénieur mi, où effectivement, ça demande un certain nombre de calibrages et de structuration de l'entreprise. Par contre, on peut s'amuser à faire un peu tout ce qu'on veut en changeant. Nous, on est effectivement dans une philosophie de libre, donc on a envie de se dire, et c'est un peu le but, c'est-à-dire on va essayer d'aller un peu rapidement sur la deuxième partie. Ce qui serait intéressant, c'est d'échanger ensemble, c'est-à-dire peut-être vous êtes là pour une raison bien particulière, ou vous avez une attente bien spécifique, ou une problématique bien particulière sur un composant par exemple, mais en termes d'application, quasiment tout est possible. Le tout c'est le matériau et la capacité de choc de la machine. Si vous allez travailler sur la bijouterie, par exemple, l'argent ne fond pas à la même température qu'un nylon, ou qu'un ABS, ou qu'un PLA, et n'a pas donc les mêmes propriétés dans sa solidification. Donc, il y a un grand nombre, il y a un panel absolument hallucinant, c'est vrai, d'applications pour les imprimantes 3D. Donc, à part ces secteurs-là, nous on met le doigt, et ça a été, et c'est toujours un des moteurs de recherche les plus pertinents, ou du moins les plus poussés, c'est en termes de médecine et santé. On a tous vu dernièrement des choses complètement dignes de science-fiction. Fabriquer une trachée pour un enfant, fabriquer un rein, donc c'est vrai que ça peut faire flipper de fait. Mais nous, en l'occurrence, on a orienté nos recherches vers le pôle plus médecine et santé. Une petite parenthèse sur nous. Alors, nous sommes une société tout récemment créée, depuis le 11 septembre. Ouais, pour se souvenir de la date. Sinon, on ne se souvient pas. Donc, nous sommes une activité, on va dire, on se catégorise technologie et santé. Alors, quand Damien tout à l'heure disait que la conception est très importante, nous, la problématique qu'on a eue, et c'est pour ça que je vous invite dans la discussion tout à l'heure à exposer vos problématiques ou à exposer ce pourquoi vous êtes là. Nous, on est rentré dans la 3D sur la base d'une problématique bien spécifique. Nicolas, qui est timide, Nicolas est podologue, et tout au long de sa carrière, depuis 15 ans, il fait des orthèses plantaires, des semelles orthopédiques, et finalement c'est un process qui est relativement pénible. Déjà, c'est artisanal, parce que c'est fait à la main, ou ça fait avec des fraiseuses et compagnie. Par contre, ça reste quand même un petit peu artisanal et chronophage. On va acheter du matos, on va stocker des matériaux, on va machin, on va ci, on va produire, on va faire la consulte, c'est long. Il y a quelques années, la question ne se posait même pas de comment améliorer ce processus. Parce que tout simplement, les outils de production n'existaient pas. Au regard des avancées technologiques, Nicolas s'est rapproché de Damien,